Bonjour, on va finir la partie sur la physique atomique. On verra en grand 4 la nature ondulatoire et quantique de la lumière, de la matière, pardon, et puis en grand 5 le modèle quantique de l'atome. Voilà, on va découvrir un phénomène particulier, c'est que les électrons, à l'instar de la lumière, vont produire des figures de diffraction. Alors avant de pouvoir observer ces figures, il fallait absolument accélérer des électrons. Donc les gens ont construit des des canons à électrons qui vont être en fait les ancêtres de la télé et de l'oscilloscope. En tout cas, ça va être le principe de base. On va avoir un filament qui va être parcouru par un courant. Et on va avoir des électrons présents sur ce filament qui vont être arrachés au filament par des électrodes chargées positivement, l'anode sur le schéma, et ces électrons vont être accélérés et envoyés sur un projectile à grande vitesse. Donc en fait, on va avoir ces électrons qui vont être soumis à une différence de potentiel, E fois V, c'est l'énergie potentielle, qui va être transformée en énergie cinétique, 1/2 de MV2. Et on observe une figure suivante quand les électrons sont projetés sur un cristal, une figure de diffraction, ce qui était particulièrement imprévu, complexe à l'époque. C'était le genre de figure qu'on voyait avec la lumière, si on considérait que la lumière était euh, décrite par une théorie ondulatoire, et on ne s'attendait évidemment pas à observer le même genre de figure avec des particules, donc des électrons qui sont de la matière. C'est ça qui a poussé De Broglie, alors on l'écrit De Broglie, mais ça se prononce De Broglie, à émettre une nouvelle théorie. C'est que la matière, donc les particules, se comportent aussi comme des ondes. Donc faut bien comprendre la, le parallèle qu'il y avait entre lumière et matière. C'est-à-dire que la lumière avant se comportait euh, comme des ondes. Einstein, avec l'effet photoélectrique, arrive à montrer que la matière, parfois, se comporte comme des, des grains de matière, qu'on va appeler les photons, qui vont tous avoir une énergie, E est égal à H fois la fréquence de la lumière, et qu'on avait une dualité onde-corpuscule pour la lumière. De Broglie reprend en fait le même genre d'hypothèse en montrant que la matière va se comporter aussi comme des ondes. Et donc en fait il va associer une longueur d'onde à ces particules, lambda, qui va être égale à la constante de Planck H divisé par P, P étant la quantité de mouvement de la particule. Alors, on se retrouve dans une situation un peu bizarre, c'est-à-dire que ces particules de matière, euh, pouvant se comporter à la fois comme des matériaux classiques, mais aussi comme des ondes, ça va entraîner à avoir d'autres hypothèses par rapport à la physique. On est un petit peu coincé. On avait l'habitude d'écrire des particules ou des matériaux avec la physique newtonienne. Et on va se retrouver coincé avec l'aspect ondulatoire de la matière. Et c'est Heisenberg qui va émettre un principe qui est fondamental en physique subatomique, et il va expliquer que, en fait, puisque la matière se comporte à la fois comme une onde et comme des particules, des corpuscules, et que les concepts de la mécanique classique ne peuvent pas s'appliquer, en tout cas pour décrire les phénomènes de diffraction, il va réussir à trouver une équation qui est celle-ci, qui est delta P fois delta X supérieur ou égal à H divisé par 4pi. Alors, il faut en fait comprendre cette équation. Delta P, c'est l'incertitude sur la quantité de mouvement de la particule. Delta X, c'est l'incertitude sur la position de la particule. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on est sûr de la position d'une particule, ça veut dire que delta X tend vers 0.
on va avoir à ce moment-là l'incertitude sur sa vitesse, donc sa quantité de mouvement, m fois v, qui va être maximale. Donc j'ai essayé de montrer un exemple. Si on a une particule qui passe par un tout petit trou tellement petit que on est sûr de la position de la particule, on ne saura pas après où la particule va aller. On aura une incertitude totale sur sa vitesse, donc sa quantité de mouvement. Maintenant, si on est absolument certain de la vitesse, donc de la quantité de mouvement de la particule, et qu'on veut la faire passer par un trou, on ne saura pas à quel endroit la particule va passer. Alors ben, c'était un petit schéma maintenant pour illustrer en fait le problème qu'on a quand on travaille en physique subatomique, c'est-à-dire que la notion de trajectoire est vraiment différente selon qu'on étudie la physique newtonienne ou de la physique quantique. La trajectoire mécanique classique, elle est très simple, elle est décrite euh, en connaissant la position et la vitesse d'un objet. Et on peut la décrire parfaitement. Ça sera une courbe, ça peut être une droite, une courbe, une curviligne comme on voit sur le schéma. En mécanique quantique, à partir du moment où on ne sait pas où se trouve la particule et on ne sait pas quelle est sa vitesse et qu'on a une incertitude sur les deux, en fait, la seule chose qu'on peut faire, c'est décrire en fait cette trajectoire par une espèce de nuage qui correspondrait à l'ensemble des positions possibles de la particule. Alors, le modèle quantique de l'atome. Un tout petit rappel maintenant sur les ondes stationnaires et puis les harmoniques. Je vous rappelle que, imaginez qu'on ait une corde qui soit fixée enfin dans les deux extrémités soit fixée dans une boîte par exemple, on peut avoir différents modes de vibration. J'ai essayé de les représenter ici. Donc on a tout en haut la vibration fondamentale, qu'on appelle aussi la première harmonique, la deuxième harmonique, troisième harmonique, etc. Et évidemment, on a une relation entre la longueur de l'onde et puis la longueur de la boîte. À partir de cette représentation-là, on peut en déduire une, une expression de la longueur d'onde qui va être 2L divisé par n, avec n entier, qui va correspondre à tous les modes de vibration de la particule, pardon, de la corde. Et on va avoir évidemment dans ce cas-là, lambda n égale 2L sur n, une quantification des longueurs d'onde. La longueur d'onde ne peut pas prendre toutes les valeurs possibles. Alors, puisque l'électron peut être aussi assimilé à une onde, est-ce qu'on peut utiliser cette nouvelle représentation pour pouvoir expliquer que l'énergie d'un électron est quantifiée dans un atome? Alors on peut prendre l'image qu'un électron est pris enfin, à une certaine distance du noyau, subit un potentiel électrique, et par exemple est piégé dans ce potentiel. On pourrait donc émettre l'hypothèse que l'électron est dans une boîte, par exemple, qui aurait une longueur L. À cet électron, on va lui associer, d'après le principe de De Broglie, une longueur d'onde qui sera h sur p, avec p qui est égal à m fois sa vitesse. Donc la vitesse est égale à p sur m, et puis il aura une énergie cinétique qui sera un demi de mv2. Alors à partir de tout ça, qu'est-ce qu'on peut avoir? On reprend l'expression de l'énergie cinétique, un demi de mv2, on remplace v par sa nouvelle expression en fonction de p, et on savait aussi que la longueur d'onde, si on imagine la vibration d'une corde dans une boîte, cette longueur d'onde était égale à 2L sur n. On se retrouve donc avec une énergie cinétique qui a une toute nouvelle expression, qui est celle-là, EC est égal à n au carré h au carré divisé par 8ml au carré. Ce qui est important, c'est ce nombre petit n, qui est un entier, et ce qui montre que l'énergie cinétique de l'électron dans l'atome ne peut pas prendre toutes les valeurs. Ça sera toujours, enfin, en tout cas, les valeurs de l'énergie cinétique vont dépendre de la valeur de petit n. Alors maintenant, les limites du modèle de Bohr. Je rappelle que le modèle de Bohr, en fait, expliquait ou montrait que l'électron était à des orbites autour du noyau, mais que ces orbites-là avaient un rayon
particulier qui était lui-même quantifié. Et que ça a expliqué en tout cas tout à fait bien les différents niveaux d'énergie, ou en tout cas les raies spectrales qu'on pouvait avoir pour quelques atomes, notamment l'hydrogène. Malheureusement, ce modèle possède quelques limitations. La première, c'est que on s'est aperçu qu'il y avait des transitions d'énergie qui n'étaient pas expliquées par le modèle de Bohr. Deuxièmement, l'intensité lumineuse des raies spectrales, qui n'étaient pas toujours les mêmes selon les différents traits, n'était pas du tout expliquée par ce modèle. D'autre part, le modèle de Bohr marche pas trop mal pour l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène n'a qu'un seul électron. En revanche, si on commence à s'intéresser à des atomes qui ont plusieurs électrons, le modèle ne fonctionne pas. Donc en fait, il a fallu attendre un petit peu pour que un physicien qui s'appelait Schrödinger propose un nouveau modèle. Et en fait, euh, il reprend un peu tous les travaux qui ont été faits sur le fait que les électrons, donc étant des particules de matière, puissent se comporter comme des ondes, et qu'en fait, et aussi en tenant compte des travaux d'Heisenberg qui montraient qu'il était impossible de pouvoir connaître exactement à la fois la position et puis la vitesse, donc la quantité de mouvement de la particule, il a décidé de décrire les électrons par ce qu'on appelle une fonction d'onde, qui est notée psi. L'intérêt de cette fonction, qui décrit en fait l'état de l'électron, c'est que en prenant cette fonction d'onde au carré, ça va nous donner la probabilité de présence d'un électron à un endroit donné de l'atome. Par rapport à cette fonction, Schrödinger a aussi euh, découvert, mis en évidence une équation qui va faire intervenir la fonction d'onde. Et en fait, en résolvant cette équation avec cette fonction d'onde, on va pouvoir avoir une description beaucoup plus précise de toutes les transitions d'énergie euh, que peut prendre un atome, ainsi que l'intensité des raies spectrales qu'on pouvait avoir, qui n'étaient pas décrites par le modèle de Bohr. Donc dans le modèle de Schrödinger, en fait, si on prend par exemple l'atome d'hydrogène, donc où on n'a qu'un seul électron, l'idée c'est qu'on a un noyau central et que on va décrire en fait autour de ce noyau, on va décrire la position des électrons par un nuage d'électrons. En fait, chaque point noir qui va être présent autour du noyau va correspondre à l'ensemble des positions possibles que peut avoir un électron autour du noyau, dans l'atome. Évidemment, plus la densité de points est importante, plus la probabilité de trouver l'électron est importante à cet endroit. Donc en fait, Schrödinger arrive à proposer un tout nouveau modèle qui est beaucoup plus précis que le modèle de Bohr. Voilà, c'est la fin du cours sur la physique atomique.